thème date, chers auditeurs de la balado-diffusion intitulée Combat futur, au pluriel et de son commandement. Nous nous consacrons aujourd'hui à un nouveau réflexe, le rétex. Promu dans le civil et le mainstream, c'est tout de même autre chose que le feedback, et c'est en français, messieurs, dames. Pour faire le point d'observation, nous recevons le colonel Rémi Aimez, chef du bureau synthèse rétex à la division développement des forces du CCF. Mon colonel, bonjour. Bonjour à vous. Alors, le rétex, c'est de l'histoire ancienne ? Oui, c'est de l'histoire ancienne, puisque depuis que la guerre existe, il me semble, les armées ont réalisé leur propre retour d'expérience, sans qu'elles le nomment ainsi, bien entendu, puisque l'idée était bien d'apprendre de ces victoires ou de ces défaites pour améliorer leur efficacité militaire. Toutefois, le processus rétex, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a véritablement été formalisé à partir de la Première Guerre mondiale. Et le processus rétex de l'OTAN, tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans l'armée de terre française et donc dans la plupart des armées de l'OTAN, a lui été formalisé au début des années 2000, notamment marqué par la création du centre spécialisé rétex de l'OTAN qui est le JALC. Alors, le retour d'expérience, je l'ai dit, c'est maintenant, ça se mange à toutes les sauces dans le civil. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité du rétex militaire ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que, comme je viens de le dire, le processus de retour d'expérience pour les armées vient de très loin dans l'histoire et est lié à la transformation militaire et que les entreprises le font, mais de façon un peu moins formalisée et un peu moins systématique. Et la deuxième chose, probablement plus importante, c'est l'enjeu qui est lié au retour d'expérience pour l'armée de terre, avec au bout la question de la victoire militaire, ce qui est différent de la question de la réussite ou de la performance économique, et peut-être encore plus important, l'enjeu de la vie d'hommes et de femmes au combat, puisque l'idée du rétex, c'est d'améliorer l'efficacité militaire, avec en idée sous-jacente le fait d'avoir moins de pertes au combat, tout en ayant davantage de victoires. Alors, victoire, mais à quel niveau ? C'est tactique, c'est opératif, c'est stratégique ? On peut dire que le rétex existe dans ces trois niveaux de la guerre, donc tactique, opératif et stratégique, mais il est fait, en tout cas dans les armées françaises, à des niveaux différents selon ces trois niveaux de la guerre, par des entités différentes, selon ces trois niveaux de la guerre. Le commandement du combat futur et son bureau rétex agit essentiellement pour du retour d'expérience de niveau tactique. C'est notre mission première et un peu pour le niveau opératif. Pour le niveau opératif et stratégique, on trouvera par exemple un centre au niveau interarmé qui est le CICDE, qui lui est davantage dédié au rétex de niveau opératif et stratégique et en tout cas au rétex de niveau interarmé. Alors, le rétex, déjà, dans un premier temps, comment ça marche ? Donc le rétex, c'est un processus, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, qui suit 6 grandes étapes. La première étape de ce processus de rétex, c'est une orientation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un bon processus rétex si l'on n'a pas reçu des directives du niveau supérieur, directives concernant par exemple les priorités des thèmes qui vont être abordés ou qui doivent être abordés dans les mois à venir. Donc ça, c'est l'état-major de l'armée de terre ? Pour le CCF, c'est effectivement l'état-major de l'armée de terre qui donne ces grandes directives que le commandement du combat futur décline pour l'ensemble de l'armée de terre. La deuxième étape, c'est l'observation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations, des sources sur ce qui se passe sur le terrain, au cours d'entraînement, au cours d'exercices, au cours d'opérations extérieures, au cours d'opérations intérieures. Donc là, on est bien dans les faits. On cherche à avoir les faits les plus précis possibles. Alors là, j'ai envie de vous poser la question, mais c'est qui les capteurs ? Alors les capteurs sont nombreux, mais ce sont des capteurs de terrain pour beaucoup. Donc notre source principale, ce sont les comptes rendus de fin de mission, c'est-à-dire les comptes rendus que chaque chef militaire va rédiger à la fin ou juste avant la fin de l'opération ou de la mission à laquelle il a participé. Et ça, c'est vraiment notre trésor au bureau retour d'expérience. C'est l'ensemble de ces comptes rendus, ce sont l'ensemble de ces comptes rendus
de fin de mission. Donc capteur terrain, de l'armée de terre, capteur terrain chez nos alliés également, puisqu'on récupère une partie de leur compte rendu ou une partie de leurs analyses. Capteur terrain également via le renseignement, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des éléments venant du CRT, le centre du renseignement terre par exemple, qui viennent alimenter notre rétex. Mais on utilise également des capteurs, on va dire, davantage académiques, ou en tout cas des ressources davantage académiques, des études de think tank, des études universitaires, des articles dans des revues qui viennent également alimenter nos réflexions. Et enfin, il y a d'autres sources, mais je voudrais en citer une dernière, qui sont les entretiens que l'on peut mener auprès des chefs lorsqu'ils reviennent de mission, qui nous sont également très précieux puisqu'ils permettent d'avoir un complément des comptes rendus qu'ils ont pu nous adresser. Alors le processus, il continue? Oui, tout à fait. Donc on en était à la deuxième étape qui était l'observation. La troisième étape est donc l'étude. Une fois qu'on a rassemblé ces sources les plus diverses possibles et les plus précises possibles, nous allons les étudier en détail. Donc nous allons les étudier, nous, Bureau Retex, au sein du CCF, mais également nous allons solliciter des expertises dans plusieurs états-majors de l'armée de terre, suivant le ou les sujets qui sont abordés dans les comptes rendus, de façon à nous faire un avis le plus précis possible et le plus divers possible sur ces observations. Vient ensuite la quatrième étape qui concerne la décision, puisque observer et étudier ne suffit évidemment pas pour le rétex. Il s'agit derrière soit d'identifier des bonnes pratiques, soit de mettre en œuvre des recommandations. C'est là que vient la question de la décision. C'est-à-dire quelles mesures l'on va prendre pour améliorer la situation au regard de ce que l'on a observé et au regard de ce que l'on a étudié, afin, encore une fois, de transformer l'armée de terre au sens large et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'armée de terre. Alors, donc le rétex, c'est pas qu'une analyse, c'est prendre une décision? Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'on parle de boucle du rétex de façon régulière, puisque ce n'est pas juste un processus de réflexion, c'est une boucle qui va donc permettre la décision. Ensuite, on va pouvoir passer à la cinquième étape, et qu'il s'agit de concrétiser en fait la décision qui a été prise. Et pour le bureau rétex, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier que la mesure qui a été décidée est bien mise en œuvre par l'état-major ou l'unité qui a été désignée pour la mettre en œuvre. Et c'est là encore une fois que vient la notion de boucle, puisque une fois que la mesure est concrétisée et que la concrétisation a été vérifiée, on peut estimer que la leçon a été apprise et pas seulement identifiée, et que donc la boucle du rétex a véritablement été bouclée. Vous utilisez un média particulier, peut-être des livres d'enseignement? Alors, il y a plusieurs médias que l'on utilise. Tout d'abord, on rédige des notes de synthèse thématiques, ça au niveau du bureau rétex. Par exemple, on a rédigé récemment une note thématique sur les enseignements que l'on peut tirer de l'emploi des robots terrestres dans les conflits actuels. Ensuite, on peut également s'appuyer sur des fiches d'enseignement qui là sont davantage précises sur un sujet beaucoup plus précis et qui peuvent circuler dans l'ensemble de l'armée de terre. On rédige également des études un peu plus larges qui sont des cahiers du rétex et qui là viennent par exemple rendre compte de l'ensemble d'une opération à des moments importants de la vie de cette opération ou à la fin de cette opération. Nous avons par exemple rédigé le cahier du rétex de l'opération Barkhane l'année dernière suite à la clôture de cette opération. On fait également des efforts de diffusion plus larges, puisque la diffusion, et qui est d'ailleurs la dernière étape du processus rétex, est un enjeu effectivement très important, par des podcasts qui peuvent être diffusés en interne de l'armée de terre, ou par des lettres de veille, des formats beaucoup plus courts et ramassés qui permettent de diffuser de façon encore plus large le retour d'expérience à l'ensemble de l'armée de terre. Donc on l'a compris, ce rétex, il accompagne, on va dire, influence la transformation des armées. Vous avez des exemples?
Eh bien, si on prend l'exemple de la dronisation, qui est probablement le sujet le plus important concernant le retour d'expérience aujourd'hui, effectivement, les observations que l'on peut faire lors des entraînements que fait l'armée de terre, des expérimentations que mène l'armée de terre, mais aussi en tirant des enseignements de ce que l'on peut observer sur les conflits en cours, nous permettent de faire des recommandations précises concernant la dronisation de l'armée de terre et par exemple l'évolution du format des unités ou de l'organisation des unités de l'armée de terre pour mieux intégrer les drones en leur sein et donc décupler l'efficacité que l'on peut tirer des drones aujourd'hui. Vous agissez sur le matériel, mais aussi les doctrines d'emploi? Oui, alors on agit sur l'ensemble du spectre que l'on appelle DORES, et donc sur la doctrine, l'organisation, les ressources humaines, l'entraînement, le soutien, etc. Et donc on cherche vraiment à chaque fois à décliner le RETEX dans toutes ces dimensions-là. Alors, on voit tous les côtés positifs, mais je vais me faire l'avocat du diable. RETEX, on l'a entendu 15 fois, mais alors trop de RETEX, ça tue le RETEX, avec toutes ces datas là? Je dirais non. Je dirais d'abord qu'on n'a jamais assez de retour d'expérience et qu'aujourd'hui, par exemple, on continue à lutter pour recevoir le plus de retours d'expérience possible, venant du plus de sources terrain possible et venant de tous les échelons de l'armée de terre. Voilà. Par exemple, une des difficultés aujourd'hui est de recevoir du retour d'expérience qui viennent des capitaines ou des lieutenants qui sont des sources extrêmement précieuses pour le retour d'expérience. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse est que effectivement, il y a tout de même une problématique de masse de données qui est à notre disposition et qu'il est parfois difficile de traiter en détail. Si je reprends l'exemple du cahier du RETEX sur Barkhane, cela représentait des sources d'environ 5000 pages, ce qui effectivement est un peu difficile à traiter pour un homme ou une femme seul. Et qui, au regard de la ressource humaine dont on dispose, effectivement, est un véritable défi. Et donc, pour tenter de pallier cette difficulté, ce que nous faisons actuellement, c'est de mener un projet d'intelligence artificielle spécialisé dans le domaine du retour d'expérience qui devrait nous permettre notamment de nous appuyer dans ce traitement de sources massives. Alors, on voit le problème de trop de données, puis il y a le problème de données qui périclitent trop vite. Comment éviter l'effet guerre précédente du RETEX? Oui, alors ça c'est effectivement un enjeu extrêmement important. Il s'agit en effet de ne pas refaire la guerre précédente lorsque l'on prépare la guerre du futur. Si l'on prend l'exemple de la guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a énormément d'enseignements à tirer, de recommandations pour l'armée de terre, c'est certain, mais en même temps, la prochaine guerre que fera l'armée de terre ne sera pas la guerre en Ukraine. Donc il faut réussir à recontextualiser tout ce que l'on peut observer en Ukraine. C'est d'ailleurs aussi valable pour les exercices ou les entraînements que l'on mène aujourd'hui ou d'autres conflits que l'on peut observer. Et à partir de cette recontextualisation, de voir quels enseignements sont véritablement des tendances lourdes qui seront encore valables pour la prochaine guerre et quels enseignements sont extrêmement conjoncturels et donc ne doivent pas forcément être retenus ou en tout cas pas tels quels. Voilà, donc ça c'est un enjeu d'analyse et un enjeu intellectuel extrêmement important et qui est notre quotidien et qui est probablement la chose la plus difficile que l'on a à faire au sein du bureau retour d'expérience. Alors, si toutes les armées font le même constat, est-ce que ça donne un produit à somme nulle? Je ne pense pas. Alors effectivement, toutes les armées font un processus retour d'expérience. On pourrait même élargir au fait que les groupes non étatiques qui combattent mènent également une sorte de processus de retour d'expérience qui est probablement moins formalisé que celui que mène l'armée de terre, mais d'un autre côté, ça a probablement certains avantages, par exemple sur la rapidité de la boucle du RETEX. Mais ce n'est pas un jeu à somme nulle puisque chacun l'analyse un peu à sa façon.
au regard des capacités d'analyse dont il dispose, de sa culture opérationnelle, de sa culture de guerre, des moyens dont il dispose pour cette analyse, des données qu'il a pu récupérer sur le terrain, et chacun finalement en fait des conclusions qui peuvent être différentes. On le voit par exemple aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens, ils mènent chacun des rétex qui sont efficaces, mais ils en tirent chacun des conclusions différentes. Voilà, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas les mêmes analyses, qu'ils n'ont pas les mêmes armées, qu'ils n'ont pas les mêmes moyens à disposition. Donc je pense que ça, cette boucle du rétex menée par deux adversaires n'est pas du tout une somme nulle. Et qu'est-ce qui empêche le rétex d'être utile ou utilisable? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le rétex est utile et utilisable. Dès maintenant, ça a été vraiment un travail de ces dernières années de rendre le rétex davantage opérationnel et qu'il ne soit pas une simple étude des opérations passées et en cours. Maintenant, il est clair qu'il y a encore des choses qui sont, il y a encore des facteurs qui sont des freins pour une utilisation totalement efficace du rétex. Je peux en donner deux. Le premier, ce serait peut-être le trop tard, c'est-à-dire que puisque nous prenons le temps de l'analyse et puisque malgré tout l'armée de terre est une organisation assez massive, eh bien il arrive régulièrement que l'analyse du rétex et la décision surtout qui en découle prennent beaucoup de temps et que donc on puisse estimer que le retour d'expérience et la décision qui permettent de remédier aux problèmes identifiés prennent trop de temps. Voilà, donc ça c'est le premier enjeu que j'identifierais. Le deuxième, c'est l'enjeu de la diffusion. On a toujours quand même une difficulté pour diffuser le plus largement possible le rétex, en dépit des efforts qui ont déjà été faits et des différents vecteurs de diffusion dont je vous ai déjà parlé. Voilà, par exemple, on sait aujourd'hui qu'un document qui se situe à plus de 2 clics de l'utilisateur sur les réseaux informatiques est peu ou pas lu, ou en tout cas ralentit la lecture. Voilà, donc c'est le genre d'effort que l'on essaye de faire aujourd'hui pour améliorer la diffusion du rétex. Alors dans un rétex, peut-on tout dire? Est-ce qu'il y a des retours qui sont un peu trop dérangeants, on va dire? Je répondrai qu'il faut surtout tout dire. Ça, c'est la première chose, et que si l'on ne dit pas tout, le retour d'expérience n'est pas efficace et que l'analyse ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Je dirais que le rétex n'est pas une inspection ou un contrôle et que c'est pour ça qu'il faut et que l'on doit tout dire. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, il y a effectivement probablement un biais dans les comptes rendus que l'on reçoit, où les chefs militaires peuvent légèrement modifier la présentation des faits de façon à éviter de présenter certains échecs, ou en tout cas ce qu'ils perçoivent comme échecs. Et donc ça se trouve en particulier dans les comptes rendus écrits. C'est notamment pour cela que l'on cherche à faire des entretiens pour les opérations les plus importantes, de façon à avoir un retour différent, puisque ce qui se dit en entretien individuel est souvent légèrement différent de ce qui peut s'écrire, puisque comme on le sait, les écrits restent et l'oral permet un échange davantage naturel. Maintenant, je voudrais quand même souligner un point, c'est qu'il me semble que les échanges sont quand même très libre dans le domaine du retour d'expérience au sein de l'armée de terre, et que on arrive tout de même à avoir, je pense, une certaine vérité concernant les opérations qui sont menées. Alors, qui est arbitre à la fin, ce qui est une bonne leçon? C'est le chef, c'est le soldat? À la toute fin, lorsque c'est un enseignement qui concerne l'ensemble de l'armée de terre, et surtout lorsqu'il s'agit d'une recommandation que l'on doit mettre en œuvre qui concerne l'ensemble de l'armée de terre, c'est l'état-major de l'armée de terre qui arbitre. Voilà. C'est la logique de l'armée de terre, c'est la logique hiérarchique, c'est l'état-major le plus haut dans l'armée de terre qui arbitre. Maintenant, je voudrais souligner un point important, c'est que avant que cette décision arrive à l'armée de terre, l'arbitre finalement il est collectif.
Et ça, je pense que c'est très important à savoir et à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté des experts de l'armée de terre qui arbitre les enseignements et les recommandations dans un processus qui existe et qui est bien en place. Et donc, ce n'est pas le bureau RETEX tout seul qui trie ses enseignements, ce n'est pas l'EMAT seul qui trie ses enseignements, c'est le résultat d'un savoir collectif de l'armée de terre. Ce qui n'est pas évidemment sans défaut, mais ce qui permet quand même d'éviter certains biais d'analyse. On en parlait tout à l'heure avec l'utilisation de l'IA, il faut être rapide. La rapidité du RETEX donne-t-elle la supériorité ? En tout cas, je pense qu'elle y participe. Voilà, j'ai déjà cité plusieurs fois ce conflit, mais c'est effectivement, ce sont des enseignements majeurs qu'on en tire. Si on regarde la guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de boucle du RETEX la plus rapide possible, en particulier en ce qui concerne l'adaptation des technologies, donc l'évolution des technologies, l'évolution des logiciels qui sont intégrés dans cette technologie. L'exemple typique, c'est ce qui se passe autour de la guerre électromagnétique, par exemple, où le RETEX permet d'adapter, par exemple, l'utilisation des fréquences pour la lutte anti-drone ou le brouillage, que cette boucle doit se faire extrêmement rapidement. Donc il y a ce RETEX technologique qui doit être le plus rapide possible, et même le RETEX de transformation des doctrines ou de format des unités doit également se faire le plus rapidement possible, de façon à être plus efficace que l'adversaire dans ce jeu qui est bien connu entre l'épée et le bouclier et qui reste une réalité aujourd'hui. Donc oui, je pense que la rapidité du RETEX donne la supériorité. Maintenant, je pense également qu'il ne faut pas se perdre dans cette boucle et que, par exemple, si on prend le cas de la doctrine, il n'est pas forcément nécessaire et il n'est pas forcément pertinent de s'engager dans une course à l'adaptation de la doctrine pour une raison assez simple, c'est que pour que la doctrine puisse être prise en compte et bien intégrée au sein de l'armée de terre, de toute façon, il faudra plusieurs mois. Puisque par exemple, pour qu'elle soit enseignée, il faut qu'elle soit intégrée dans les programmes de formation et que cela ne peut pas se faire instantanément. Voilà. Donc je pense qu'il y a un véritable équilibre à trouver, qui est difficile à trouver, entre une boucle du RETEX extrêmement rapide et une boucle du RETEX un peu plus lente qui prenne un peu plus le temps de l'analyse et le temps de l'intégration du RETEX en profondeur au sein de l'armée de terre. Et à la fin, le RETEX, il fait gagner la guerre ? Non, mais il participe à la faire gagner parce que bien entendu, il y a beaucoup d'autres facteurs qui permettent de gagner la guerre. Merci Colonel MS de nous avoir dressé les contours opératifs et tactiques de cet outil devenu incontournable de la prise de décision militaire, le retour d'expérience. C'était Combat Futur, entre les lignes, fusant, diffusant et infusant, sautant sur le passé pour éviter les mines de l'avenir. Bonjour chez vous.